Alors, voilà. Écoutez, bonjour à tous. N'hésitez pas si vous avez envie de vous rapprocher. Alors, toute l'équipe de Pôle Énergie est au fond. Je ne vais pas leur dire de passer devant, mais voilà. Alors, bienvenue à tous pour cette première partie conférence. Et merci surtout à l'Université catholique de Lille qui nous accueille. Donc on est ravis d'organiser cette conférence. On sent bien que de temps en temps, on a besoin de se nourrir les neurones et d'avoir une réflexion un peu de fond sur tous les enjeux énergétiques qui continuent à nous solliciter avec une actualité brûlante, ne serait-ce que par l'augmentation des prix et puis les événements que vous connaissez. L'un amplifie le premier qui était là avant. Voilà, on aura l'occasion certainement de le redire. Mais alors, je voudrais d'abord donner la parole à Monsieur Robins, qui représente la présidence de l'Université catholique, pour nous donner un mot d'accueil. Et j'en profite pour vous remercier vraiment pour votre accueil en ce beau lieu de cet amphi. Merci Jean. Donc, c'est aussi à nous de vous remercier d'avoir choisi ce lieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je suis vice-président de l'Université catholique de Lille en charge de la transition énergétique et sociétale. Je vais donner quelques mots sur la démarche qu'on a mis en place depuis 2015. Bon, j'ai quelques autres casquettes. Je suis directeur de la recherche adjoint de Junia et je suis très impliqué dans la recherche sur les réseaux électriques, puisque je suis responsable de l'équipe réseau électrique du L2EP, le laboratoire d'électrotechnique et d'électronique de puissance de Lille. On travaille beaucoup sur les smart grids. Et d'ailleurs, par ce biais-là, on a aussi des relations régulières avec le pôle énergie et avec le pôle Médée, entre autres quand il était question de faire des vidéos sur les activités de recherche. Alors, pour revenir à l'Université catholique de Lille et à sa démarche de transition énergétique et sociétale, en quelques mots, donc dans le prolongement, dans le lancement de la dynamique troisième révolution industrielle à l'époque en Nord-Pas-de-Calais, maintenant en REF3 en Hauts-de-France, on a lancé nos réflexions dès 2014 et nos premières actions dès 2015 pour transformer l'université en un living lab, un laboratoire vivant de cette transition énergétique et sociétale, ce qui se concrétise par le développement d'un certain nombre de démonstrateurs autour de bâtiments qui sont rénovés. On en profite pour en faire des smart buildings qui sont interconnectés entre eux, qui font de la production en autoconsommation avec du stockage, la mobilité électrique, et jusqu'à développer des aspects smart grid à l'échelle d'un quartier avec un véritable centre de pilotage de cet ensemble. Il faudra d'ailleurs à l'occasion que cela vous soit présenté, et une occasion va se présenter bientôt d'ailleurs le 10 mai. Mais avant d'évoquer cette occasion, je voudrais évoquer d'autres actions qu'on a lancées. Alors pour accélérer la sensibilisation, l'implication et l'appropriation par tous les acteurs d'université, les étudiants, les personnels, on a décidé de faire en 2022 un focus sur la question du climat au niveau de l'université, qu'on appelle climat il est temps, voilà, et qui se concrétise entre autres par un certain nombre d'événements qu'on organise. Et il se fait que l'événement qui a été proposé par Pôle Énergie rentre tout à fait dans cette thématique, et donc pour nous ça rentrait tout à fait dans cette série d'événements, donc ça tombait fort bien. Notre ambition est d'aller plus loin. Alors bon, on a une grosse ambition bien sûr sur notre bilan carbone pour travailler sur une trajectoire pour atteindre la neutralité en 2050, ce qui n'est pas une question triviale, surtout que l'université, c'est l'enseignement, c'est de la recherche, mais c'est aussi l'alimentation, c'est des logements, ce sont des hôpitaux, ce sont des EHPAD, donc il y a des points extrêmement durs sur ces questions. Donc on s'est vraiment fédéré sur ces sujets pour travailler ensemble au niveau de l'université, qui fait quand même 28 500 étudiants et 7 000 membres du personnel. Le bouquet, je dirais, le feu d'artifice plus important va être l'organisation à l'automne d'une convention universitaire pour le climat, avec une centaine d'étudiants, 50 membres du personnel, quelques habitants du quartier, pour que justement cette convention propose des solutions pour faire évoluer, bien sûr positivement,
ce bilan carbone au niveau de l'université, mais aussi pour travailler sur les attitudes, les comportements, les habitus, parce que les solutions ne sont pas que techniques. Il y a beaucoup de solutions qui sont aussi liées aux comportements divers et variés. Bon, je ne vais pas du tout détailler là. Ce n'est pas ma conférence à moi, donc je ne vais pas voler la conférence. Je voulais juste terminer sur un événement donc, organisé dans le cadre de cette année climat, le 10 mai dans 2 semaines, hein, c'est le mardi 10 mai, la formation a été relayée par le pôle énergie, par le pôle Médée, il y a eu différents relais. Et durant cette journée, on va présenter sous une forme très dynamique toutes les réalisations démonstrateurs en les mettant en perspective par rapport à cette logique de Smart Cities, qui est un grand mot, plus humblement, de quartiers durables, dans lequel on s'inscrit ici en particulier sur le quartier Vauban. Donc il y aura 5 tables rondes avec des pitchs, des vidéos, quelque chose de très dynamique qui sera introduit par Frédéric Motte, le président de la mission REF3. Et puis en clôture, on va aussi réfléchir comment on peut s'inscrire ensemble dans des projets européens. L'idée, c'est d'être très interdisciplinaire. Et puis avec une clôture qui sera réalisée par Pierre Giorgini, que la plupart d'entre vous connaissent par ses livres et qui est déjà intervenu au pôle énergie, et par Audrey Linkevel, qui est vice-présidente de la métropole européenne de Lille et de la ville de Lille sur les questions du climat, et qui va nous parler entre autres d'Euraclimat, qui est une nouvelle dynamique qui est lancée par la métropole européenne de Lille pour justement encourager la décarbonation des entreprises, entre autres, mais pas que. Voilà. Encore merci d'avoir choisi de venir chez nous. C'est un plaisir partagé en tout cas. Merci beaucoup Benoît Roubens. Alors maintenant, on va donc écouter Philippe Charlez. Alors, il va se présenter, vous allez vous présenter vous-même. Moi, j'ai juste envie de dire que vous êtes un habitué de la région. Vous êtes originaire de Belgique, mais vous avez déjà fait des conférences dans la région. On était ensemble c'était la réunion des maires de villes minières à Lens, il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut juste appuyer sur le... Oui, voilà. Et surtout, nous avons un ami commun qui est Julien Moulin. Et j'en parle parce qu'il y a une actualité quand même dans les Hauts-de-France autour du gaz de mine, surtout dans les perspectives dans lesquelles on est. Donc c'est la holding de Gazonor qui produit du gaz à partir justement de ce qu'on appelle le gaz de mine. Voilà, donc j'ai été ravi que Julien Moulin nous fasse voilà, de se rencontrer. Mais donc je vous laisse la parole parce qu'on a déjà un peu mangé du temps, donc le mieux c'est que je vous laisse la parole. Voilà. Merci. Merci Jean. Bon après-midi à tous et merci de votre invitation. Alors effectivement, moi je suis originaire de Mons en Belgique, donc pas très loin, hein. Personne n'est parfait. Donc de la faculté polytechnique de Mons d'ailleurs, où j'ai fait mes études il y a relativement longtemps. Alors j'ai fait toute ma carrière chez le pétrolier Total, qui est devenu Total Énergie, où je... Allô, oui, c'est bon. Mais ce n'est pas à ce titre-là que je vais m'exprimer aujourd'hui, mais au titre de, comme vous le voyez ici, de l'Institut... Oula, c'est bon. De l'Institut Sapiens, voilà, qui est ici. L'Institut Sapiens est un think tank qui traite un peu des grands problèmes de société. Il a été créé initialement surtout autour de l'intelligence artificielle. Il est dirigé par un économiste qui est assez connu, qui s'appelle Olivier Babot, qui est très présent dans les médias. Et donc, moi, je m'occupe de la partie énergie de l'Institut Sapiens. Donc, je me présente avec le nom ronfleux d'expert en questions énergétiques de l'Institut Sapiens. Alors j'ai publié, comme vous le voyez ici, un livre qui s'intitule « L'utopie de la croissance verte », donc un titre qui est un petit peu provocateur, avec un sous-titre qui s'appelle « Les lois de la thermodynamique sociale », parce qu'en fait j'ai beaucoup travaillé sur la façon dont fonctionnait la société de croissance, et il y a des analogies très fortes entre la société de croissance et le fonctionnement de ce qu'on appelle en thermodynamique une structure dissipative. Mais je ne vais pas du tout vous parler aujourd'hui de thermodynamique sociale.
Mais je vais vous parler donc du sujet beaucoup plus actuel qui est la transition énergétique. Allez, on y va. Alors vous voyez ici, j'ai choisi un terme d'actualité en vous disant que la transition énergétique, c'était un peu un grand remplacement. Alors ce n'est pas le grand remplacement dont vous avez entendu parler, mais c'est tout simplement, essentiellement, le remplacement d'équipements thermiques par des équipements électriques. Donc si on part des usages, il y a 4 grands usages de l'énergie. Il y a l'habitat, la mobilité, l'industrie et en primaire la fabrication de l'électricité, qui en mix final, en mix primaire, l'électricité est un usage, en mix final, c'est une énergie, puisque la différence, c'est la fabrication de l'électricité. On va donc en fait passer à beaucoup d'équipements électriques. Donc on va remplacer des voitures thermiques par des voitures électriques, voire le vecteur hydrogène qui lui-même va être fabriqué par électrolyse de l'eau à partir d'électricité. On va remplacer tout ce qui est équipement thermique de l'habitat, chaudière à gaz, au fioul, par des pompes à chaleur, voire par des chauffe-eau thermodynamiques. Il faut savoir qu'il y a encore en France 12 millions de plaques de cuisson au gaz, qu'il faudra bien remplacer aussi par des plaques de cuisson électriques. Et dans l'industrie, le vecteur électricité va aussi... Je crois qu'il est un peu déchargé, je vais prendre l'autre. Merci. Et donc dans l'industrie, pareil, le vecteur électrique va jouer un rôle très important. On peut par exemple penser à la réduction du minerai de fer, non plus par le carbone, mais par l'hydrogène. Hydrogène, à nouveau, lui-même fabriqué à partir d'électricité. Et l'utilisation en sidérurgie, non plus du haut fourneau, mais du four à arc électrique, qui est d'ailleurs déjà utilisé depuis assez longtemps pour recycler le métal. On peut aussi utiliser le four à arc électrique en cimenterie, qui est un gros consommateur d'énergie fossile. Donc on voit qu'on a vraiment une substitution d'énergie fossile par de l'électricité. Et donc on peut dire qu'en France, donc mon ancien patron regretté de Total, Christophe de Margerie, avait dit que le 21e siècle serait le siècle de l'électricité. Et donc voilà les chiffres à peu près qui traînent, c'est qu'aujourd'hui la France consomme environ 450 TWh d'électricité, ça représente 30% de son énergie finale. Et on peut imaginer que ce chiffre va à peu près doubler d'ici 2050 avec entre 800 et 900 TWh d'électricité, donc c'est-à-dire 60 voire même jusqu'à 70% de l'énergie finale. Et donc toute la question, c'est de savoir d'où viendra cette électricité. Alors bon, il y en a qui me disent l'électricité, aucun problème, elle vient du mur, mais enfin il faut quand même la fabriquer. Quand je dis elle vient du mur, il y a des gens qui m'ont dit elle vient du mur, il suffit de mettre la prise, donc voilà, l'électricité, elle tombe du ciel, non, elle ne tombe pas du ciel. Bien, alors pour vous parler de ça, je vais d'abord vous revenir à quelques fondements et vous parler en fait de la valeur des énergies, parce que toutes les énergies n'ont pas la même valeur. Et en fait, il y a 3 grands critères qui peuvent définir la valeur d'une énergie. La première, c'est la notion de concentration, c'est-à-dire, excusez-moi, c'est gênant d'avoir le micro dans une main et le... Voilà. Donc la valeur des énergies, c'est la première, combien je veux. C'est-à-dire que si je veux de l'électricité, c'est autant que j'en ai besoin. C'est moi qui veux décider combien je veux d'électricité. Alors pour ça, je fais la petite expérience qui est là. Là, vous avez un bain bien chaud, et puis vous laissez le bain, ce deuxième principe de la thermodynamique oblige, partez vers le désordre. Et donc, en fait, le bain s'équilibre avec la pièce. Évidemment, l'énergie dans le bain chaud n'a pas la même valeur que dans le bain tiède qui s'est équilibré avec la pièce. Et donc, si je reprends les premières énergies fortement concentrées, ce sont les énergies essentiellement fossiles aujourd'hui, le charbon, le gaz, le pétrole et l'uranium, alors qu'au contraire, toutes les énergies que j'aime bien, qui sont des énergies renouvelables, sont au contraire des énergies diluées. Donc j'ai un premier critère de valeur sur la notion de concentration. Je préfère, et tout le monde préfère, des énergies concentrées à des énergies diluées. Alors pourquoi sont-elles concentrées ? C'est la notion de pilotabilité, c'est-à-dire je ne veux pas seulement combien je veux, mais où je veux. C'est-à-dire si on me donne de l'énergie là où j'en ai pas besoin, ça ne me convient pas.
j'ai une activité industrielle à un endroit, c'est là que je veux la production d'énergie. Et donc le « où je veux » vient de la notion de pilotabilité, et c'est là qu'il faut bien faire une grosse différence entre la matière et l'énergie. Quand on dit qu'un litre de pétrole, c'est une énergie pilotable, non. C'est le liquide qui est pilotable, ça n'est pas l'énergie. Quand je transporte du pétrole, du gaz, du charbon ou de l'uranium, ce que je transporte, c'est bien de la matière qui contient de l'énergie et non pas directement de l'énergie. Et ça fait évidemment toute la différence. Parce que vous êtes d'accord avec moi, quand j'ai brûlé mon litre de pétrole, c'est-à-dire que j'ai transformé la matière en énergie, si je ne consomme pas tout de suite la chaleur produite par mon litre de pétrole que j'ai brûlé, je perds complètement mon énergie. Et donc, de nouveau, la matière stockable et transportable parce que je l'ai sous forme de matière et non pas directement sous forme d'énergie, c'est de nouveau mon uranium, mon charbon, mon pétrole et mon gaz. Alors qu'au contraire, les énergies directement disponibles sous forme d'énergie, c'est-à-dire essentiellement le solaire et l'éolien, sont des énergies non pas de stock, j'ai appelé stock et flux pour faire référence à la matière parce que je peux la stocker et la transporter. Bien évidemment, ces énergies-là, il faut que je les consomme tout de suite et là où elles sont disponibles. Donc déjà, vous voyez la grosse différence. Il y en a, c'est combien je veux et où je veux, et les autres, c'est où Dame Nature veut et combien Dame Nature veut. Ça fait évidemment une différence extrêmement notable en termes d'utilisation. Et puis j'en ai une troisième. Je vous avais dit le combien, le où, c'est le quand. C'est la notion d'intermittence. Alors la notion d'intermittence est la notion, je vais dire, de non-disponibilité sur l'ensemble du temps. Voilà, donc vous avez ici la notion d'intermittence, par exemple, sur le solaire, où on voit que le solaire est complètement en opposition de phase par rapport à la demande. Bon, ce n'est pas une surprise. On consomme moins d'électricité en été qu'en hiver, et il y a plus de soleil en été qu'en hiver. J'y peux rien, ce n'est pas moi qui décide, c'est la nature. Alors pour le vent, c'est un peu mieux, on voit qu'il y a moins d'opposition de phase, il y a plus de vent en hiver qu'en été, et on consomme plus en hiver qu'en été. Et donc là, je vous ai pris exprès un cas assez exceptionnel. Donc ça, c'est tiré de RTE le 26 janvier de cette année. Et ce qu'on voit, c'est que vous avez le solaire qui est ici, ça c'est le nucléaire, le bleu l'hydroélectricité, le rouge le gaz et le gris ce sont les importations venant de nos voisins européens. Et on voit que le tout petit filet bleu ici, c'est l'éolien. Et donc ce que je vois, si je cumule le solaire et l'éolien à mon heure de pointe, c'est-à-dire quand je veux, parce que j'en veux à 7 heures du soir, parce que je suis têtu quand il n'y a pas de soleil, et ce jour-là, il n'y avait pas de vent parce que c'était un anticyclone solaire, donc il n'y a pas de vent, eh bien, je vois effectivement que ce jour typique de janvier 2022 à 19 heures, le vent plus le soleil me donnait 1,7% de l'électricité. C'est-à-dire que sur les 30 gigawatts de solaire et d'éolien que j'ai, je n'en utilisais, on le voit ici, qu'1,5, c'est-à-dire 5%. Et le drame, c'est que j'ai beau multiplier mes 30 gigawatts par 10, ça ne changera rien, puisque je n'aurai pas, parce que j'ai plus d'éoliennes et plus de panneaux solaires, plus de vent et plus de soleil. Et donc ce qu'on voit, c'est que c'est terrible parce que ce problème d'intermittence est évidemment tout à fait indépendant et de la technologie et de ma puissance mise en œuvre. Donc de nouveau, je n'en ai pas quand je veux. Donc bien retenir les trois termes, combien je veux, où je veux et quand je veux, d'un côté. Quand Dame Nature veut, combien Dame Nature veut et où Dame Nature veut, de l'autre côté. Évidemment, ça fait fortement la différence. Alors la conséquence de tout ça, première conséquence, c'est l'effet d'échelle. La transition énergétique n'est pas fondamentalement un problème technologique, c'est essentiellement un problème d'effet d'échelle. Je vais peut-être changer de côté parce que je m'adresse toujours aux mêmes personnes. Voilà, comme il y a deux écrans. Alors l'effet d'échelle, c'est quoi ? Il est dû à ce qu'on appelle notamment en électricité le facteur de charge, c'est-à-dire le temps annuel pendant lequel mon installation va produire. Et évidemment, le quand je veux, où je veux et combien je veux, théoriquement, c'est 100%. Je n'ai pas de contrainte.
Alors bon, quand je prends un réacteur nucléaire, il ne fonctionne pas 100% du temps, parce qu'il va, ou du gaz, parce qu'il peut y avoir des périodes de maintenance ou des périodes de panne, hein, auxquelles on assiste notamment parce qu'on a laissé un peu trop vieillir nos réacteurs nucléaires. Cela étant, le nucléaire, le gaz et le charbon, régulièrement, je vais pouvoir les utiliser entre 80 et 90% du temps, hein, c'est mon facteur de charge, et encore une fois, j'ai la maîtrise de ce temps de charge. Donc, si je fais de la maintenance régulière et que j'évite les pannes, je vais plus être à 90%. Évidemment, si je laisse détériorer mes équipements, ça va tomber. Mais enfin, je suis un industriel, je vais dire, pertinent et sérieux, donc j'ai plutôt hit à 80-90%. Par contre, le vent onshore, c'est la nature qui me l'impose et ça ne variera pas avec le temps. C'est la même chose depuis le début du siècle, vous pouvez regarder. C'est 22% pour le vent onshore, environ 40% offshore. Et je suis assez optimiste, on parle plus entre 35 et 40, et pour le soleil, c'est 12%. Donc de nouveau, quand je parle d'utopie de la croissance verte, c'est-à-dire que ça c'est très clair, je ne crois absolument pas à une croissance 100% verte. À partir du moment où vous n'aurez que des renouvelables, ben vous aurez le temps que la nature décidera pour vous donner de l'électricité. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment, en lissage annuel, je peux arriver à obtenir, par la multiplication de mes équipements, la quantité d'électricité qu'une source pilotable me donne. Parce qu'évidemment, 1 gigawatt ne remplace pas 1 gigawatt. Bien évidemment, donc 1 gigawatt ici de nucléaire va à peu près me donner 7 TWh d'électricité sur l'année. Hein. C'est 8760 heures, je prends mes 80%, donc je vais trouver mes 7 TWh. Vous pouvez faire le calcul, c'est assez facile. Ben, au contraire, 1 gigawatt de solaire ou d'éolien va me donner entre 1 et 2 TWh. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc, si je veux produire la même quantité en lissage sur l'année, indépendamment des intermittences journalières que je ne gouverne pas, enfin que je ne dompte pas, ben, je vais devoir multiplier, enfin diviser ma puissance par le facteur de charge et donc mettre beaucoup plus de puissance. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un remplacement d'une puissance par une autre, mais remplacement d'une puissance par environ entre 4 et 7, suivant que je mets du solaire et de l'éolien. Et donc, si vous calculez les 58 gigawatts de nucléaire, si je voulais le remplacer par des éoliennes terrestres de 2 mégawatts, il m'en faudrait 116 000. Si je voulais des éoliennes de 8 mégawatts offshore, il m'en faudrait 11 500. Donc, vous voyez tout de suite l'effet d'échelle auquel ça peut mener. Et si je voulais, c'est encore bien pire, hein, si je voulais produire mes 800 TWh, l'objectif de 2050, 200 000 éoliennes de 2 MW et 20 000 éoliennes de 8 MW. Donc, vous le voyez, c'est considérable. J'ai un effet d'échelle absolument considérable. On met en œuvre environ aujourd'hui, vous pouvez me contredire si ce n'est pas le cas, mais je dirais entre 600 et 700 éoliennes par an. Admettons qu'on puisse monter à 1000, voire même à 2000. Vous voyez bien qu'on ne peut pas y arriver parce que quand j'aurai mis en œuvre 40 ou 50 000 éoliennes, il faudra remplacer, ça a une durée de vie de 20 ans environ. On voit que c'est une course infernale, que c'est pas possible de multiplier les équipements de cette façon-là. Alors, j'ai fait ici quelques petits calculs qui sont intéressants et qui reviennent notamment au combien, parce que évidemment l'effet d'échelle dépend à la fois des intermittences et du combien. Mais vous avez des renouvelables qui cochent, autant l'éolien et le solaire ne cochent aucune des 3 cases du combien, quand et où, autant par exemple la biomasse la coche. C'est-à-dire que la biomasse, je peux l'amener où je veux et quand je veux, puisque c'est une énergie de stock, hein, le bois est une énergie de stock. Mais ça ne coche pas le combien, parce qu'en fait, c'est une énergie qui est assez diluée. Et donc là, j'ai fait un petit calcul, voilà, en prenant un puits de pétrole. Bon, alors pour ceux qui connaissent, c'est un puits de pétrole moyen. J'ai pris environ 3 millions de barils sur 20 ans. 3 millions de barils, c'est un puits offshore moyen. Un ingénieur réservoir qui trouve un puits de 3 millions de barils sur 20 ans, il est content. Eh bien, vous le voyez, si je veux l'équivalent énergétique, c'est 10 000 hectares de forêt. Donc, vous voyez de nouveau l'effet d'échelle. Alors, un autre cas intéressant, c'est pour ceux qui ont l'occasion d'aller voir le musée Autoworld à Bruxelles.
C'est un musée très intéressant sur l'histoire de la voiture, l'un des plus beaux du monde. Ce qu'on voit ici, c'est que voilà une voiture solaire qui fait du 30 km/h. Alors je crois qu'elle fait 3 mètres sur 8, avec ici le cockpit, donc déconseillé pour les familles nombreuses. Et puis intéressant aussi, c'est que j'ai repris le Solar Impulse de Bertrand Piccard, donc il fait 30 kW, ses moteurs font 30 kW. Et j'ai une surface solaire de 270 mètres carrés avec un empattement d'aile de 63 mètres. Un Airbus A380, c'est environ 80 mètres d'empattement d'aile. Et donc j'ai calculé la surface d'aile qu'il faudrait pour faire voler un Airbus A380 dont la puissance est de 50 MW. Et la réponse, c'est 90 terrains de football. Donc vous avez de nouveau un effet d'échelle absolument démentiel. Et puis un dernier petit calcul qui est là, c'est que j'ai repris les 50 milliards de litres consommés en France chaque année de fuel et de diesel, y compris les voitures et les camions. Et j'ai calculé la quantité d'électricité qu'il faudrait pour produire l'équivalent hydrogène en mobilité, pour faire le même nombre de kilomètres. Et on arrive de nouveau à 62 réacteurs nucléaires ou 125 000 éoliennes supplémentaires. Donc, tout ça pour vous convaincre, et j'espère que j'y suis arrivé, c'est que la transition énergétique n'est pas fondamentalement un problème technologique, parce que toutes ces technologies existent depuis très longtemps. Il y a même beaucoup de technologies vertes qui existaient avant les technologies brunes. L'électrolyse de l'eau, c'est Nicholson en 1802. La pile à combustible, c'est Schönbein en 1839. L'éolienne, c'est le couplage du moulin à vent et du générateur électrique de Faraday. Et même la voiture électrique, c'est un Hollandais qui s'appelle Strating qui a créé la première voiture électrique en 1840, c'est-à-dire près de 30 ans avant que Otto et Baudrochat n'inventent le moteur thermique. Donc on voit que ce n'est pas fondamentalement un problème technologique. Alors je ne dis pas que les technologies ne peuvent pas incrémentalement être améliorées. On sait par exemple qu'en matière d'hydrogène, en faisant de l'électrolyse haute température, on peut améliorer le rendement, mais cela étant, fondamentalement, toutes les technologies vertes sont aujourd'hui bien connues. Et donc, j'insiste sur le fait qu'en matière d'énergie, il ne faut pas seulement regarder le coût, mais regarder aussi la valeur. Effectivement, le solaire, l'éolien sont aujourd'hui, les prix du mégawattheure produit ont beaucoup baissé, c'est vrai. Bon, alors les calculs ne sont parfois pas toujours parfaits. On ne prend par exemple pas en compte le coût du réseau qui peut coûter beaucoup plus cher pour l'éolien et le solaire que pour du nucléaire, puisque vous avez d'un côté une dispersion des équipements qu'il faut relier entre eux, et de l'autre, vous avez un équipement qui est concentré. Mais ce que vous devez aussi regarder, c'est la valeur, parce qu'un mégawatt, et je vous le montre ici, un mégawatt nucléaire et un mégawattheure nucléaire et un mégawattheure solaire n'ont pas la même valeur. On le voit ici, qu'effectivement, là j'ai pris une courbe d'ensoleillement l'été qui est ici, c'est l'offre solaire, et on a ici la demande. Et on voit, comme je vous l'ai dit, que l'offre n'est pas en accord avec la demande, et que donc le matin, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, quand la demande est forte, vous devez faire jouer vos réacteurs nucléaires ou votre centrale à gaz, et donc vous avez des mégawattheures de très haute valeur puisqu'il y a une forte demande, et vous n'avez pas de solaire à ce moment-là, alors qu'au contraire, le solaire aux heures de pointe, vous avez une suroffre et ça peut même vous coûter de l'argent. Alors il y a l'exemple typique du Danemark et de la Norvège. Le Danemark a énormément d'éoliens, et quand il a trop d'éoliens, il est obligé de délester sur le réseau norvégien. Et donc, il offre des mégawattheures gratuits aux Norvégiens. Il paye même les Norvégiens parfois pour prendre leur surplus de mégawattheures. Norvégiens très heureux parce qu'avec ça, ils remplissent leurs barrages. Et puis, quand il n'y a pas de vent au Danemark, le mégawattheure hydraulique que fournit la Norvège au Danemark, là, c'est plus le même prix. La valeur est complètement différente, c'est bien évident. Vous avez, alors on peut toujours rêver d'un monde parfait où la loi de l'offre et de la demande ne jouerait plus. Bon, certains peuvent y croire, moi pas. Bien. Tout ça pour en arriver à dire, et c'est la deuxième partie de mon exposé, là on va rentrer un petit peu plus dans l'actualité. Ça va jusqu'à présent, vous me suivez bien? Ok. C'est donc l'augmentation du parc renouvelable mondial. On a investi environ depuis le début du siècle
5 000 milliards de dollars dans les renouvelables, essentiellement le solaire et l'éolien. Worldwide, hein, pour le monde entier. En France, c'est environ 150 milliards d'euros, et en Allemagne, environ 800 milliards d'euros pour l'énergie 22. Et tout ça pour environ mettre en œuvre entre 1200 et 1300, donc 1,3 TW de puissance. Alors, vous pouvez essayer de calculer. Vous, évidemment, vous prenez les 1300 et vous divisez par une moyenne de 4 pour avoir la puissance nucléaire équivalente par rapport au facteur de charge. Et vous verrez que finalement, cette puissance mise en œuvre revient à payer 1 gigawatt de nucléaire environ 25 milliards d'euros. 25 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, vous avez la parité euro-dollar à peu près, donc on va dire que c'est 25 milliards d'euros. Donc vous voyez que ce coût a quand même été très important. Et ce qu'on peut regarder, et c'est ça qui explique de façon extrêmement claire la situation énergétique actuelle, c'est de comprendre qu'a été l'effet de cette mise en œuvre. Donc je vous rappelle que la transition énergétique sera un grand remplacement du thermique par de l'électrique, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et d'ailleurs, on le voit très bien au niveau de la demande électrique, qui a déjà pratiquement doublé depuis le début du siècle. Là, on était à 15 000 TWh à peu près en 2000. On est à peu près à 30 000 TWh aujourd'hui de consommation mondiale d'électricité. Et on devrait passer à 50, voire 55 000, doublé encore à l'horizon 2050. Et quand on regarde ce qui s'est passé au cours des dernières années, on obtient ceci. Alors, vous avez ici le delta de demande électrique entre 2015 et 2019 par source. Donc, ce que vous voyez, et fort heureusement, c'est que les renouvelables, donc c'est-à-dire les 5 000 milliards de dollars que j'ai investis depuis le début du siècle, ont à peu près couvert la moitié de l'accroissement de la demande. Mais la deuxième moitié dans les pays de l'OCDE, c'est essentiellement du gaz, et dans les pays émergents, c'est essentiellement du charbon. Donc ce qui veut dire que mécaniquement, le fait d'avoir misé sur les renouvelables en espérant le rêve des 100% renouvelables, ont mécaniquement accru la demande de gaz dans les pays de l'OCDE et de charbon dans les pays émergents, sachant que de plus en plus dans les pays émergents, ce petit triangle rouge qui est du gaz va augmenter pour essayer forcément de réduire la consommation de génération électrique au charbon. Donc il faut bien comprendre que cette transition énergétique, de par l'accroissement de la demande électrique, qui ne peut pas être couverte par les renouvelables, ayant misé sur les renouvelables et pas sur le nucléaire, ont provoqué mécaniquement un accroissement de la demande de gaz et de la demande de charbon. Et de l'autre, vous avez une décroissance spectaculaire des investissements pétroliers et gaziers pour diverses raisons. La première raison provient du contre-choc pétrolier de 2015, où vous avez eu un effondrement du prix à la fois du gaz et du pétrole. Et donc, vous le voyez ici, en 2014, les investissements mondiaux dans le gaz et dans le pétrole étaient d'environ 780 milliards de dollars, et c'est tombé à 326 l'an dernier. Pour la première fois en 2021, les investissements dans les renouvelables ont été supérieurs aux investissements dans le charbon et dans le gaz. Alors vous avez d'autres raisons. Vous avez d'abord une très forte pression des ONG sur les banques pour ne plus investir dans le pétrole et le gaz. Il y a eu des actions coup de poing comme chez BlackRock ou bien à la Société Générale. Donc c'est-à-dire que les banques se font de plus en plus désirées pour investir dans le pétrole ou le gaz. Je ne mets pas de jugement de valeur, hein, ce ne sont que des constats. Deuxièmement, les nouveaux champs pétroliers et gaziers sont de plus en plus complexes, donc c'est au contraire plus d'investissements qu'il faudrait pour développer les nouveaux champs. Et puis, il y a aussi aujourd'hui une frilosité des compagnies pétrolières qui ciblent de façon très marquée leurs investissements. C'est normal, hein. Quand on vous dit qu'il n'y aura plus de voitures thermiques en 2035, dans votre planification, vous investissez moins dans le pétrole et dans le gaz et plus dans les renouvelables. Et donc, il n'y a pas de secret, hein.
Accroissement de la demande de gaz à cause de la demande électrique qui ne peut pas être couverte par les renouvelables. Et derrière les investissements dans le nucléaire, c'est pratiquement zéro depuis le début du siècle. Baisse des investissements, donc baisse de la production de gaz, surtout un peu moins de pétrole parce que disons que la demande de gaz a beaucoup plus augmenté que la demande pétrolière. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un accroissement de la demande et une baisse de l'offre? Il n'y a pas de secret. Même si on ne croit pas à la loi de l'offre et de la demande, ça fait flamber les prix du gaz. Et parallèlement, ça fait flamber les prix de l'électricité. Vous connaissez tous probablement la loi d'ordre du mérite dans l'électricité. Donc, c'est-à-dire que vous mettez en œuvre non pas toutes les sources d'électricité en même temps, mais au départ plutôt les sources les moins chères et disponibles, et puis les sources les plus chères. Aujourd'hui, la source la plus chère, de par l'augmentation du prix du gaz, c'est le gaz. Mais comme le prix est calculé, du mégawattheure est calculé sur la source marginale, c'est-à-dire sur le gaz, c'est le prix du gaz qui fait le prix de l'électricité. Alors, certains de nos politiciens nous ont dit pendant la campagne électorale qu'il fallait sortir du marché européen. Attention, je vous ai montré tout à l'heure qu'en janvier, nous avions importé 15% de nos voisins européens. Si on n'avait pas le marché européen et qu'on ne mettait pas en œuvre la dernière source, c'est-à-dire le gaz, ça veut dire qu'on accepte à ce moment-là des blackouts électriques. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le prix de l'électricité implémenté, disons, sur le prix du gaz est un peu le prix d'une assurance tout risque pour avoir 100% d'électricité et pas de blackout. Alors, évidemment, la crise ukrainienne, c'est la cerise sur le gâteau. Notre dépendance gazière, c'est 88%, donc nous ne produisons plus aujourd'hui que 12% de notre consommation gazière en Europe. Et vous avez ici les importations, avec évidemment une importation moyenne de Russie qui est de 42%. Mais vous avez ici les imports par pays. On voit que pour la France, ça n'est que 19%, mais que pour l'Allemagne, c'est 65%, donc c'est-à-dire que l'Allemagne est énormément dépendante. Alors pour situer les chiffres, pour la France, le gaz ne représente que 17% de son mix énergétique. Vous multipliez par les 19%, ça vous fait 3%. Donc sur le mix énergétique primaire, la France dépend de la Russie à hauteur de 3%. Pour l'Allemagne, c'est 15%. Ce n'est pas du tout pareil, évidemment. Alors, donc simplement pour la petite histoire, parce que c'est assez intéressant, il faut savoir que le gazoduc qui transporte le gaz russe vers l'Europe en passant par l'Ukraine porte le nom de pipe de la fraternité. Je trouve que le nom a quand même été remarquablement choisi, parce qu'il s'appelle le Brotherhood, et Brotherhood en anglais ça veut dire fraternité. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est peut-on faire un embargo sur le gaz russe et se passer du gaz russe? Alors je suis beaucoup intervenu dans les médias récemment, il y avait deux questions qu'on me posait systématiquement. Première question, peut-on se passer du gaz russe? Et vous allez voir que la réponse est non. Évidemment, tout le monde attend oui. Et la deuxième question, c'est est-ce que le prix de l'essence va encore augmenter? Et la réponse était oui. Et évidemment, tout le monde attend non. Je suis désolé de vous décevoir. Bien. Toujours est-il que nous importons de Russie 42%, on l'a vu ici, ce qui représente 160 milliards de mètres cubes par an. L'Europe, les 27, hors Grande-Bretagne, consomme environ 400 milliards de mètres cubes par an, et les 160, ça fait les 42%. Et donc la question, c'est si on fait un embargo, on n'a plus à disposition ces 160 milliards par construction. On a deux solutions. Soit on ne les consomme plus et on a froid, première solution. Soit on continue de les consommer et il faut les trouver ailleurs. Alors on va essayer de se placer quand même dans l'option où on maintient un peu de chaleur et où on essaye de le trouver ailleurs. Alors il faut savoir que la grosse différence entre le gaz et le pétrole, fondamentalement, c'est le transport. Le pétrole, ça se transporte extrêmement facilement d'un point de la planète à l'autre, par train, par camion, par bateau, tout simple, par pipe aussi, par oléoduc, tout simplement parce que c'est un liquide. Et un liquide, c'est très facile à transporter. Au contraire, le gaz, c'est beaucoup plus complexe à transporter puisque c'est volatile. Donc vous avez deux moyens de transporter du gaz. On ne peut pas transporter du gaz par camion ou par
par train. Il y a le pipe, donc le gazoduc. Et on est d'accord que le gazoduc, il est lié au territoire. Vous avez un point de départ et un point d'arrivée. Vous avez décidé du point de départ et du point d'arrivée, c'est figé dans le marbre. Ou du moins figé dans le marbre pendant des durées suffisamment longues pour ne pas en changer. Et puis vous avez une deuxième méthode, c'est d'ailleurs pour ça que 70% du gaz mondial est consommé localement ou régionalement. Le gaz se transportant difficilement, on essaye autant que possible de le consommer localement ou régionalement. Vous avez 20% du gaz qui est transporté par pipeline, et puis vous en avez 10%, c'est du gaz naturel liquéfié. Alors une fois qu'il est liquéfié, il va retrouver les mêmes avantages que le pétrole. On va pouvoir le transporter éventuellement par camion, par train, voire par bateau. Ce sont les fameux méthaniers qui sont ces bateaux gigantesques qui sont, calorifugés. D'ailleurs, le leader mondial de la calorifugation, de la construction des membranes de méthaniers est français. C'est une compagnie qui s'appelle GTT et qui a ses bureaux dans la vallée de Chevreuse. Et donc, la seule solution pour se passer de ces 160 BCM, c'est d'importer du gaz naturel liquéfié. Alors, quand on importe du gaz naturel liquéfié, il est à moins 160 degrés quand il est liquéfié. Après, il faut le regazéifier. Alors, comme il est transporté par bateau, il faut un port de regazéification. Il y en a beaucoup en Europe. Il y en a en Espagne, il y en a en Italie, il y en a 4 en France. Il y en a 2 sur la côte atlantique, à Dunkerque, pas très loin d'ici, et 1 à Montoire en Bretagne. Et il y en a 2 sur la Méditerranée, à Fos-sur-Mer. Le problème, c'est de savoir, est-ce que par rapport au marché mondial du GNL, qui est limité, est-ce qu'il y a la disponibilité ou pas ? Alors le marché mondial du GNL cette année, c'est 480 milliards de mètres cubes par an, dont 70% vont dans le sud-est asiatique, c'est-à-dire essentiellement Chine, Japon et Corée du Sud, Corée-Séoul, qui sont parmi les plus grands consommateurs de GNL au monde, et 21% vers l'Europe. Donc si je voulais rerouter mes 160 BCM vers l'Europe, je priverais le sud-est asiatique de la moitié de son GNL, donc de la moitié de son gaz. Donc si on commence à jouer sur ce jeu en faisant... D'abord les compagnies gazières ont signé des contrats long terme avec le sud-est asiatique, donc ça voudrait dire rompre les contrats. Et puis si vous vous amusez à rerouter du gaz de cette façon-là, vous imaginez les prix que ça pourrait engendrer. Donc tout ça pour vous expliquer que je ne crois absolument pas à la possibilité d'un embargo sous peine de faire monter le prix du gaz à des prix stratosphériques. On peut substituer une petite partie de ces 160 BCM, mais certainement pas la totalité. Or un embargo, c'est pas un petit peu, c'est un petit peu du tout ou rien. Alors sur ce plan-là, il y a notre ami Joe Biden qui joue quand même un jeu assez intéressant, puisque lui est favorable à l'embargo. Mais il faut savoir que les États-Unis n'importent ni gaz ni pétrole de Russie. Ils importent un peu de produits raffinés, mais c'est vraiment extrêmement marginal. Donc être pour un embargo quand ça ne vous touche pas, c'est pas compliqué. C'est un peu comme quand la France a décidé d'arrêter l'exploration et la production d'hydrocarbures. Le gouvernement s'en était vanté. Nous avons arrêté l'exploration et la production d'hydrocarbures. Si la France avait produit 3 millions de barils jour, je ne suis pas sûr que ça se serait passé. Alors c'était 500 barils jour, donc quand vous n'en produisez pas, ça ne mange pas de pain d'arrêter. Alors Sleeping Joe, lui, il n'y a pas de problème. Il produit son GNL à peu près à 15 € le mégawattheure. C'est le prix qui s'est vendu, puisque le marché américain est un marché du gaz captif. Et puis, il va nous le revendre 200, alors peut-être un peu moins, puisque là, j'avais fait ma slide quand les prix étaient à 200, on était à 110 aujourd'hui. Mais enfin, vous voyez, avec un certain bénéfice, donc Biden a tout à fait intérêt à nous offrir du GNL. Il va s'en mettre plein les poches. Donc, il faut quand même se méfier de son jeu. Et en plus, à plus long terme, aujourd'hui, on a un avantage. C'est que le marché du gaz avec la Russie est un marché monofournisseur, monoclient. Donc, c'est-à-dire que globalement, les pipes
viennent vers l'Europe. Il y a 17% du gaz mondial qui est produit en Russie. La Russie est un gros consommateur de gaz, c'est de loin son premier vecteur énergétique. Et vous avez donc les 3 pipes que je vous ai montrés tout à l'heure, hein, le Nord Stream, le Yamal qui vient d'être fermé suite à au refus de la Pologne de payer le gaz en roubles. Ça date d'hier ou d'avant-hier. Et puis vous avez le Blotterhout dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, j'en ai mis qu'un, mais bon, voilà. Et donc, pour l'instant, on est dans un marché monofournisseur, monoclient. Donc, vous pouvez effectivement dire, soit la Russie dire, si vous m'emmerdez, je vous coupe le gaz, et les Européens, si vous ne retirez pas d'Ukraine, je ne vous achète plus votre gaz, puisque la Russie, disons, c'est un peu l'Europe vis-à-vis du gaz pour la Russie, c'est un peu la poule aux œufs d'or quand même. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que très prochainement, il y a 2 pipes, dont un qui est terminé et un petit, mais un gros en construction, qui s'appelle le pipe de l'Altaï, qui va en fait relier les champs de Sibérie occidentale à la Chine par une entrée ouest. Alors c'est un peu compliqué, puisque ça traverse la montagne de l'Altaï. C'est un projet de 400 milliards de dollars, mais qui devrait être terminé dans 4 ou 5 ans. Donc ce qui veut dire que dans 4 ou 5 ans, Poutine aura la possibilité, si on ne veut plus lui acheter son gaz, de le vendre aux Chinois, ce qui évidemment fera toute la différence, d'autant que les Chinois importent beaucoup de LNG et voudraient plus importer du gaz. Alors, j'ai une petite chaîne YouTube qui s'appelle Energy Challenge. Je vous invite tous à y adhérer. Et j'ai notamment publié une petite vidéo sur ce qu'on appelle l'OCS, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'Organisation de coopération de Shanghai qui réunit en fait autour du micro un certain nombre de pays, dont la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Iran et plusieurs républiques d'Asie centrale. Et donc j'ai recensé dans cette vidéo la puissance en matières premières que peuvent détenir l'ensemble de l'OCS, et c'est assez impressionnant. Et donc, cette situation risque effectivement de continuer le petit jeu, puisqu'à partir du moment où la Chine va pouvoir acheter, évidemment, c'est très différent. Hein. Quand vous avez un fournisseur et 2 clients, vous pouvez faire monter les prix comme vous voulez. Bien. Alors, peut-on relancer, j'avais rajouté une slide, le gaz de schiste en Europe. Je vois madame qui fait des yeux, qui n'a pas du tout l'air convaincue. Je ne suis pas convaincu non plus, rassurez-vous. J'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Et donc, il y avait une étude qui avait été faite en 2013 par l'Institut américain de l'énergie et qui avait montré qu'on pouvait on avait environ 3400 milliards de mètres cubes de gaz de schiste exploitables en Europe, avec notamment un assez fort potentiel en France et en Pologne. On avait calculé, grâce à Cambridge of Economics, un schéma de production qui permettait, alors il fallait être assez volontaire, mais qui permettait de produire jusqu'à environ 160 milliards de mètres cubes par an, une grosse quinzaine d'années après la mise en production. 160 milliards de mètres cubes par an, c'est exactement ce qu'on importe aujourd'hui de Russie. Alors vous aviez ici, il fallait 52 000 puits, ça faisait 520 km², ce qui fait la surface du lac de Genève. C'est bien moins que la surface qui sera consommée par l'éolien et par le solaire. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas du tout économique à cause des prix du gaz qui étaient de l'ordre d'entre 5 et 10 dollars le million de BTU. Aujourd'hui, on est à 30 ou 35, ça serait largement rentable. Est-ce que pour autant, l'Europe est prête à se relancer, au moins rouvrir le dossier? J'en suis pas sûr du tout. Bien, alors on va essayer de conclure en disant, ça va pour le temps, oui? Oui. D'où viendra cette... Ah bah oui, il est 5, là c'est bon. D'où viendra cette électricité? Alors, ce qu'on veut, si on veut continuer à faire de la croissance économique, on ne veut pas se passer du quand, combien et où. Alors, ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas utiliser des renouvelables, parce qu'on peut compenser le manque de quand, de où et de combien des renouvelables par des sources pilotables. Donc, tout ça pour dire que je ne crois pas à ce schéma, donc c'est le schéma national, voire international renouvelable,
où vous iriez chercher du soleil dans le sud de l'Espagne pour l'amener dans le nord de la Norvège. Alors je l'ai mis ici à l'échelle de la France, hein. J'ai mis du vent dans le golfe d'Aquitaine et du soleil sur la côte d'Azur pour amener ici où il pleut plus souvent, alors c'est la Normandie plutôt, et puis il neige en Alsace. Donc je ne crois pas du tout à ce modèle, même avec le support de l'hydroélectricité et le support de stockage. Pourquoi ? Tout simplement parce que en matière de stockage, vous êtes à nouveau confronté au même problème, c'est-à-dire au problème d'échelle. Si vous voulez réellement stocker des dizaines de gigawatts, ça vous mène à des batteries qui sont absolument gigantesques. Donc, je vais conserver mon hydroélectricité, je vais conserver mon vent et mon soleil, mais que je vais plutôt considérer comme des énergies locales, voire régionales, que des énergies nationales. Je vais les compenser par des petites centrales thermiques, et puis je vais surtout utiliser toute la capacité de l'éolien et du solaire, ne rien perdre et fabriquer de l'hydrogène derrière. Je perds beaucoup de capacités éoliennes et solaires quand j'ai mes fameux pics où je suis obligé de délester, alors que je peux les transformer en hydrogène. Et puis là où j'ai rien, je suis obligé de rester au thermique. Alors, je vais plutôt mettre des petites centrales à gaz là où j'ai du solaire et de l'éolien, et du nucléaire là où je n'ai pas de solaire et d'éolien. Et donc, j'arriverai comme ça à un mix en misant sur environ 35% de solaire et d'éolien. Alors, n'oubliez pas que c'est 35% de mes 800 TWh 2050. Ce qui veut dire que comme j'ai doublé, ça ferait 70% aujourd'hui. Donc, c'est déjà énorme. Alors dans ces 35%, il n'y a pas que du solaire et de l'éolien. Vous pouvez y rajouter, je ne l'ai pas marqué ici, mais des petites compensations qui sont notamment, par exemple, de l'hydrolien, ça peut être aussi un peu de géothermie. Donc tout ça, je l'inclus dans les 35%. Et puis le reste, c'est 50% de thermique que je vais partager essentiellement entre du gaz et du nucléaire parce que je veux garder la biomasse plutôt pour faire de la chaleur directement dans l'habitat et ne pas utiliser bêtement du biogaz alors que j'ai un rendement qui est de 60%, voire de 33% si je n'ai pas de gaz à cycle combiné pour fabriquer de l'électricité. Et je peux aussi, dans le futur, si c'est possible, remplacer mon gaz ici par des petits réacteurs nucléaires, ce qui à ce moment-là me décarbonerait complètement mon électricité. Et donc, si je viens sur le plan qu'a proposé le président lors de son discours de Belfort, il faut savoir qu'en matière, sans aucune connotation politique, mais en matière des candidats, il n'y en avait qu'un qui tenait vraiment la route, c'était le programme de Macron en termes d'énergie, pour une raison simple, c'est qu'il avait repris le scénario qui avait été développé par RTE, donc de façon... qui avait été développé, je vais dire, de façon assez rationnelle, alors que les autres ont bricolé 2-3 trucs dans leur coin. Donc forcément, bon, alors est-ce que c'est faire ou pas, ça, je ne vais pas en juger, mais cela étant, sur le plan technique, il n'y avait pas photo. Alors, que dit ce plan ? Ce plan ne produit pas 850 TWh à l'horizon 2050. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un point sur lequel je suis en opposition avec le plan RTE, c'est les 40% de réduction de consommation d'énergie à l'horizon 2050. C'est tout à fait incompatible avec une poursuite de la croissance économique au-delà de 2040. On ne va pas avoir assez d'énergie. N'oubliez jamais qu'on peut faire de la croissance économique sans carbone, on ne fera jamais de la croissance économique sans énergie. Ce n'est pas possible. Enfin, s'il y en a un qui sait comment faire, il me dit, mais je n'ai pas trouvé. Bien, alors, si je reprends donc d'abord le nucléaire existant, il me restera, selon RTE, environ 15 gigawatts à l'horizon 2050. Malgré le grand carénage actuel, beaucoup de mes réacteurs actuels seront trop vieux et devront être abandonnés, et il me restera environ 15 gigawatts de nucléaire existant. À ça, je vais rajouter les 26 gigawatts d'hydro que je conserve. Je n'ai pas vraiment de possibilité d'extension. Et puis quand on voit le cirque pour construire le barrage de Sirvins, qui était un tout petit barrage pour l'irrigation, je doute qu'on arrive aujourd'hui à construire dans les Alpes des grands barrages. Mais de toute façon,
il n'y a pas vraiment de possibilité. Alors, il propose donc de doubler l'éolien onshore. Donc, on est aujourd'hui à peu près à 9000 éoliennes, entre 8 et 9000 éoliennes, et il propose de passer à 18 500. Donc, on va passer de 15 à environ 40 gigas, on va dire. De passer à 100 gigas de solaire. Alors, ça, on est à 15 aujourd'hui, ce qui fait quand même 170 km² de panneaux solaires. Donc, ça en fait du panneau solaire et de la silice et des métaux rares. Et puis, on va passer à 40 gigawatts d'éolien, ce qui fait 4000 unités. Alors, le problème de l'éolien, c'est également compliqué parce que, vous savez que vous avez deux types d'éolien, soit l'éolien flottant, soit l'éolien posé. On va faire simple. Et l'éolien flottant ne marche pas trop dans l'Atlantique parce qu'il y a beaucoup de vagues, alors qu'il marche bien en Méditerranée puisqu'il y a beaucoup moins de vagues. Le problème, c'est que l'éolien posé dans l'Atlantique, on a des fondations qui sont souvent très meubles, et donc on ne peut pas poser de l'éolien posé partout. Donc ce qui pose des problèmes, les sédiments, il y a un problème vraiment de mécanique des sols et les sédiments sont relativement meubles. Donc pas non plus évident, mais hypothèse, soyons fous et croyons aux hypothèses du président. Et donc la question que je vous pose, à votre avis, si je veux donc arriver à être complètement décarboné pour mes 850 TWh, combien je vais devoir construire d'EPR? Alors est-ce que quelqu'un a une idée? Le président a annoncé 8 et 6, ce qui fait 14. Et donc si vous faites le calcul de comptable assez rapide, c'est 1,6 giga à peu près les EPR, vous arrivez à 30 EPR. 30 EPR, ça voudrait dire qu'à partir de maintenant, il faut sortir un EPR par an. Je n'y crois pas. On n'a pas les compétences, on n'a pas les forces vives. Et en plus, il faut quand même mobiliser. Mais c'est même pas une question de financement. C'est vraiment une question de formation. On n'a plus d'ingénieurs nucléaires et d'après ce qu'on m'a dit, on n'a plus de soudeurs non plus. Il paraît qu'il y a une pénurie de soudeurs de grande qualité. Or, on sait qu'en matière nucléaire, la soudure est quelque chose de fondamental. Et donc, ce qui veut dire qu'il faudra très probablement maintenir du gaz. Il n'y a pas de secret. Alors, c'est assez intéressant parce que si vous faites le calcul des puissances et pas des puissances, mais des productions d'électricité, vous verrez qu'on est vraiment très près de ma répartition 35, 15, 50. Bien. Alors, oui, quand même aussi rappeler qu'en matière de gaz et de nucléaire, il y a quand même une très grande différence d'indépendance énergétique entre les deux. Parce que souvent, on entend que, ce qui est vrai, que le nucléaire ne nous donne pas d'indépendance énergétique tout simplement parce qu'on ne produit plus d'uranium, ce qui est vrai. Vous connaissez le premier producteur du monde d'uranium? C'est le Kazakhstan. Voilà. Il fait partie d'ailleurs des pays de l'OCS dont je vous parlais tout à l'heure. 50% de la production mondiale d'uranium provient du Kazakhstan. Et le Kazakhstan, c'est pas trop éloigné de la Russie quand même, du point de vue géopolitique. Mais vous avez quand même deux grandes différences. La première différence, c'est que autant le nucléaire est une industrie de capex, d'investissement, autant le gaz en fabrication d'électricité, est un business de fonctionnement. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde l'impact du prix du gaz sur le prix du mégawattheure, c'est 95%, alors que le prix de l'uranium, c'est 5% sur le prix du mégawattheure. Donc ça fait une énorme différence, c'est-à-dire que globalement, même si, hypothèse d'école, les prix de l'uranium se mettaient à flamber, ça n'aurait qu'un impact très léger sur le prix du mégawattheure, alors qu'aujourd'hui, on souffre énormément aussi sur le mégawattheure électrique de la flambée du prix du gaz. Et puis la deuxième chose, c'est qu'un réacteur rempli d'uranium, il y en a pour 18 à 24 mois, alors que le gaz, on l'achète au jour le jour. Donc quand vous avez 18 à 24 mois d'électricité derrière vous, ça vous donne quand même beaucoup plus d'indépendance, ça vous laisse le temps de venir que si vous en avez uniquement pour quelques jours. Bien. Donc en conclusion, et je m'arrêterai là, la croissance pour moi 2050, elle ne sera pas verte, sinon j'aurais pas écrit l'utopie de la croissance verte, elle sera arc-en-ciel. Voilà, donc c'est-à-dire que globalement, vous avez ici
l'énergie en entrée. C'est le modèle thermodynamique en fait de la société de croissance. Ça fonctionne comme le corps humain, hein. Vous avez de l'énergie en entrée, vous avez une production de richesse qui est l'énergie libre au sens thermodynamique, et puis une production de déchets, hein. Pour le corps humain, là, vous mangez, vous respirez. Là, vous bougez, vous pensez, vous maintenez votre température à 37 degrés, et les déchets en sortie, je vous laisse les imaginer. Donc ça, oui, il y aura du vert, mais il y aura aussi du jaune avec le nucléaire, il y aura aussi du bleu avec le gaz, et il y aura aussi encore un peu de pétrole. On sera obligé, notamment pour toute la pétrochimie, qui n'est pas, il faut le savoir, une utilisation énergétique du pétrole, mais une utilisation chimique. Donc, c'est-à-dire que vous ne brûlez pas la molécule, vous la transformez, enfin, sauf si vous brûlez le plastique après, ça c'est autre chose. Ce qui d'ailleurs peut être le cas en cimenterie notamment. Et donc, si vous voulez être neutre en carbone, ben, vous êtes obligé à ce moment-là de compenser. Et donc, vous avez deux moyens, s'il y avait encore une slide, vous avez deux moyens de compenser. Le premier, donc, c'est une société neutre en carbone, mais pas zéro fossile, on est bien d'accord. Donc, vous allez compenser, vous avez deux moyens de compenser. Le premier, c'est la bioséquestration, donc c'est planter des arbres, mais vous avez encore un effet d'échelle démentiel que vous voyez là. Si en France, je voulais absorber aujourd'hui par les arbres, un arbre, ça absorbe entre 30 et 50 kg de CO2 par an, il faut que j'en plante 8 milliards. Voilà. Est-ce qu'on a la surface pour planter 8 milliards d'arbres? J'en doute. Et puis vous avez le deuxième, et je m'arrêterai là, qui est le CCUS, dont vous avez sûrement entendu parler, qui est la capture et le stockage du CO2 dans le sous-sol. Donc, c'est-à-dire qu'on va capter les émissions des gros émetteurs. Donc les gros émetteurs, c'est sidérurgie, verre, cimenterie, éventuellement agroalimentaire et génération électrique non décarbonée. On va capter la fumée, en extraire le CO2 et renvoyer ça dans le sous-sol pour le stocker. Voilà, je vais m'en arrêter là et je vous remercie de votre attention. Merci en tout cas. J'ai l'impression que ça nous donne quand même les grandes masses et ça nous dessille un peu les yeux, les oreilles, l'esprit. Alors il y a certainement beaucoup de questions. C'est le moment parce qu'il y a un petit côté, je ne sais pas s'il faut dire provocateur, mais comment dire, titilleur. Je provoque peut-être, mais je vous provoque avec des chiffres, hein. Voilà, alors il y a déjà des questions. Alors Jean-Louis Piquet, alors je propose que vous leviez, je ne sais pas si on fait circuler du micro, on va voir, mais que vous disiez votre nom et d'où vous parlez. Il y a des micros, on va faire circuler, hein, ça sera plus simple pour l'enregistrement. C'est pas vraiment une question, c'est une observation. C'est que la croissance verte, donc c'est utopique, on a bien compris. Et l'embargo sur le gaz russe, c'est tout autant. C'est pas raisonnable. Ça serait assez dangereux. Et donc on peut s'étonner qu'on n'en ait pas plus parlé dans le débat politique récent. Et on mesure tout l'écart qui est la réalité énergétique et la teneur des débats politiques. En fait, hein, c'est pas tout à fait innocent non plus. L'autre point que je voulais juste signaler rapidement... Il faut quand même savoir que, j'espère qu'il n'y en a pas ici dans la salle, mais peu importe, je me lance. Il faut quand même savoir que rares sont les journalistes et les politiques qui font la différence entre le mégawatt et le mégawattheure. Ouais. On observe à la télévision comment dirais-je, que une éolienne de 2 mégawattheures et puis que... Le coût du mégawatt est encore à 60 €. À ce prix-là, je l'achète tout de suite, hein, le mégawatt à 60 €. Oui, bien. On lit et on entend beaucoup de bêtises. L'autre point sur lequel je voulais insister un petit peu, c'est que votre chiffre de 15 gigawatts de puissance nucléaire restante, ça me paraît un peu pessimiste quand même. Là, je vais pas me lancer là-dessus. Hein, ce sont la courbe que je vous ai montrée dans la slide précédente des efforts de rénovation. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est encore ouais. Voilà, ici. Ce que je vous ai montré là, les 15 gigawatts de l'existence, c'est la courbe de RTE. Ça, je vais leur faire confiance quand même. Oui, bon.
Je note également que vous n'avez pas du tout parlé de fusion nucléaire. Alors, non, je n'ai pas parlé de fusion nucléaire. Alors, si vous avez l'occasion de lire mon livre, le dernier chapitre y est consacré. J'appelle ça d'ailleurs le salut nucléaire. Et donc, je pense effectivement, je l'exprime de la façon suivante, c'est que la fusion nucléaire est la seule technologie, c'est le seul breakthrough technologique d'abord pour moi du futur, parce que les renouvelables, ce n'est pas un breakthrough technologique, même si on peut les améliorer, comme je vous ai expliqué, mais que la fusion nucléaire est probablement la seule technologie qui pourrait nous sortir de notre geôle énergétique. Alors maintenant, non, je n'en parle pas parce que je parle du mix électrique 2050 et a priori, ça ne sera pas prêt en 2050. Bien que on voit de plus en plus de publications qui sortent aujourd'hui et qui montrent qu'il y a des petits indépendants. Alors, moi, je m'étais beaucoup basé sur ITER, mais on voit qu'il y a des petits indépendants à la fois aux États-Unis et en Grande-Bretagne qui ont l'air de dire que dans 10 ans, on pourrait avoir des premiers réacteurs. Voilà, donc si c'est le cas... je pense aussi. Au lancement du projet ITER. Et donc, que j'ai visité. J'y ai amené des politiques pour leur faire visiter ITER. C'était quand? C'était en novembre dernier. Ouvre vraiment des perspectives qui pourraient se réaliser à plus court terme. Oui, j'ai lu un article, il y avait quatre possibilités de confinement différents, un peu différents du tokamak d'ITER. Mais donc, donnons-nous rendez-vous dans 15 ans, ici, et puis peut-être que la fusion nucléaire, à ce moment-là, marchera. C'est vrai. Je ne désespère pas d'arriver à organiser un voyage d'études à Cadarache prochainement. Oui, ça commence à devenir... J'y suis allé il y a 3 ans, on ne voyait rien, il y avait que des bâtiments en construction. Là, on commence à voir les éléments du tokamak, qui est un tore, donc c'est assez impressionnant. J'en ai sur mon téléphone, d'ailleurs. Voilà. D'autres questions? Allez-y, monsieur. Alors, le micro va venir. Alors, je voulais prendre l'exemple allemand qui, finalement, aujourd'hui, l'Allemagne a installé 60 gigawatts d'éoliennes, 60 gigawatts de 120, solaire, oui, c'est ça, les sommes au total de renouvelables. Et on voit toujours que, fondamentalement, ça ne sert à rien. Je dirais... Puisque aujourd'hui, l'Allemagne fait nettement moins bien que la France avec son nucléaire. Alors, c'est clair. C'est-à-dire, l'erreur de l'Allemagne n'est pas d'avoir implémenté de l'éolien et du solaire, c'est d'avoir implémenté de l'éolien et du solaire et d'être en même temps sorti. C'est ça la grosse erreur, c'est d'avoir voulu faire les deux. Donc, d'avoir misé sur le fait que finalement, on pourrait vivre uniquement avec de l'éolien et du solaire. Donc là, j'en reviens à l'utopie de ma croissance verte, c'est-à-dire que globalement, de l'éolien et du solaire, c'est bien. Alors, est-ce que les 120, c'est trop peu? Ça, on peut discuter là-dessus. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont rien pu faire d'autre que d'abord appuyer par le charbon, et puis pour faire bonne figure, c'est d'importer du gaz russe. Voilà, donc là, c'est le... Oui, l'Allemagne, on a vu, elle dépend à 62% du gaz russe. Et 15% de son mix énergétique global dépend du gaz russe. Donc, d'un point de vue géopolitique, c'est une faillite complète. Alors, il faut aussi bien faire attention qu'en Allemagne, on avance souvent le chiffre de 40% de production d'électricité renouvelable. En fait, le solaire et l'éolien représentent une trentaine. Vous avez en plus de la biomasse qui est utilisée pour fabriquer de l'électricité et 6 à 7% d'hydroélectricité. C'est un peu pareil. C'est pour ça que je différencie toujours l'éolien et le solaire de l'hydroélectricité, parce que je me suis fait une fois piéger par quelqu'un qui m'a dit qu'en Suède, ils avaient 75% de renouvelables. Et c'est vrai, sauf que sur les 75%, il y a 60% d'hydroélectricité qui existe depuis longtemps. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je sépare toujours les deux pour éviter de me faire piéger. C'était 7 au départ. Ça serait bien, et puis ça... Je suis naturalisé français maintenant, donc...
Non, ce serait... Le vin est meilleur, c'est sûr. Effectivement. D'autant que la Belgique mise sur deux choses pour remplacer le nucléaire. Bon, alors il y a certains écolos qui disent que de toute façon, ça n'est que temporaire et qu'on va aller vers le 100% renouvelable. On y revient, c'est la litanie habituelle. C'est qu'il y aura 2 gigas de gaz pour remplacer les... Globalement, il y en a 6. Ils vont en conserver 2 et en fermer 4. Ils vont mettre 2 gigas de gaz et importer le reste. Mais si tout le monde ferme son nucléaire ou son gaz et se dit je vais importer, à un certain moment, ça ne marchera pas. Bon. Donc effectivement, alors là c'est une décision qui a été prise, politique, qui a été prise en 2001, c'est-à-dire qu'à l'époque c'était le gouvernement Verhofstadt, si je ne m'abuse, qui pour faire une coalition avec les écolos leur a dit on sortira du nucléaire en 2025. En 2002, ça ne mange pas de pain de promettre de sortir du nucléaire en 2025, sauf que maintenant on y est. Alors j'avais une question, l'économie circulaire, on n'en parle pas du tout. Et alors on peut parler, des fois il y a plein de petits projets, on se dit c'est même pas la surface du trait, mais il peut y avoir des gros projets. Je pense à Arcelor qui compte vraiment décarboner avec un pourcentage de recyclage de l'acier qui est loin d'être négligeable. Je suis sûr oui, c'est ça. Il y a presque plus d'acier aujourd'hui qui est recyclé que d'acier qui est fabriqué. Dans tout votre schéma, finalement, ça représenterait... Alors, moi je vous parle d'énergie. Or, ce qu'on recycle, l'énergie, elle ne se recycle pas. Il y a que encore une fois, on ne stocke pas l'énergie, ou très difficilement, on ne transporte pas l'énergie très difficilement, et on ne recycle pas l'énergie. Ce qu'on recycle, c'est la matière, ce n'est pas l'énergie. Et donc, j'ai un paragraphe dans le chapitre qui est consacré aux économies d'énergie sur le recyclage. Ce qu'il faut savoir quand on regarde les chiffres de près, c'est que le recyclage, il peut être très énergétivore. C'est-à-dire que globalement, par exemple, quand vous essayez de récupérer les métaux rares qui sont en infime proportion dans un téléphone portable pour le réutiliser et éviter d'aller à l'extraction, à la mine ou à la carrière et puis d'extraire, ça peut être aussi en matière de processus industriels très énergétivore. Quant au recyclage, c'est un peu d'ailleurs comme tout ce qui concerne le biogaz. Le gros problème, c'est a priori, alors je ne suis pas un spécialiste, mais d'après tout ce que j'ai lu, c'est vraiment la collecte. Donc c'est-à-dire c'est d'aller chercher les métaux rares là où ils sont. Et c'est ça qui est relativement coûteux dans l'ensemble du processus. De même que pour fabriquer du biogaz, la collecte des déchets pour fabriquer le biogaz est quelque chose qui doit être vraiment organisé, sinon ça ne marche pas. On ne va pas collecter un tout petit tas d'herbe d'une pelouse qui a été tondue pour l'amener. Il faut qu'il y ait vraiment une organisation sociétale derrière la collecte. Donc la collecte reste un problème de fond du recyclage. Bonjour. Oui, bonjour. Laurent Catalampa, je suis de RTE. Donc, oui. J'ai un certain nombre des chiffres que vous indiquez depuis le début. Premier élément, là, vous parliez déjà de l'ambition en termes de consommation, là, les 850. Alors RTE, nous, on a plutôt... on donne des scénarios. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que personne n'a de raison dans l'avenir. Hein. On a tous des visions prospectives, pour commencer. Et donc, nous, le scénario médian, il est effectivement à 650 TWh. Alors, ce n'est pas un scénario décidé par RTE, il est basé sur la stratégie nationale bas carbone, qui est la stratégie validée par le gouvernement, qui fixe à l'horizon 2050 la neutralité carbone, et qui a donc décidé, ou plutôt imaginé, que pour atteindre cette neutralité carbone, on devrait atteindre les 650 TWh. On a fait des scénarios encadrants à 550 et 750 TWh, une fois de plus, parce que personne n'a raison aujourd'hui. Ce que je voudrais dire, c'est que ces 650 TWh, comment ils ont été calculés par le gouvernement? Ils ont été calculés essentiellement en se basant sur ce qu'ils appellent la question de l'efficacité énergétique, puisque dans l'avenir, un certain nombre de technologies vont permettre quand même de gagner en termes d'efficacité. Typiquement, par exemple, le moteur thermique et le moteur électrique. Le moteur électrique est en moyenne 3 fois plus efficace que le moteur technique. Oui, mais enfin, vous perdez l'énergie en fabriquant l'électricité avant. Non, mais globalement, on va quand même gagner. Je vous en prends un autre exemple. Prenons les lumières, par exemple. Entre des lampes à incandescence et des LED, on sait bien qu'on a gagné à peu près 6-7 fois en termes d'efficacité par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'avant. Donc, il y a des sources d'efficacité énergétique qui vont nous permettre de diminuer la consommation d'énergie demain.
Est-ce qu'on atteindra ou pas les 40%? C'est une question aujourd'hui sur laquelle, une fois de plus, je pense personne n'a la réponse. Mais en tout cas, c'est une ambition. Et donc, nous, on s'est basé réellement sur ce scénario-là, qui est une fois de plus un scénario médian avec des encadrants. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est pour ça que vos 850, c'est plutôt le scénario haut. Je peux peut-être vous répondre là-dessus. Cas, Donc, moi, comment j'ai fait une autre démarche pour calculer les 800 TWh. En fait, moi, je pars d'un paramètre économique qui est l'intensité. Vous connaissez l'intensité énergétique? L'intensité énergétique, c'est le rapport entre la consommation d'énergie et le PIB. Et il y a énormément de données sur le sujet qui montrent qu'à un certain moment, l'intensité énergétique sature. Globalement, quand vous descendez en dessous d'à peu près 0,6 kWh par dollar de richesse produit, vous ne pouvez pas descendre en dessous. Et donc, ça veut dire que globalement, moi, j'ai repris dans mes calculs 1% de croissance par an. Et 1% de croissance par an, donc si j'utilise les 40%, je passe en dessous de cette valeur. Et donc, je considère que j'arrive plus, c'est ce que j'ai dit, que j'arrive plus à faire de la croissance économique. Donc, la question que je pose, c'est que les 40% ne sont pas impossibles. Mais derrière, je pense qu'on aura beaucoup de difficultés, à réindustrialiser et à faire de la croissance économique. Voilà ma démarche. Mais on peut discuter sur ce chiffre, bien évidemment. En tout cas, là, je pense qu'on partage, c'est que c'est un vrai challenge pour y arriver. Mais les 40%, c'est pour ça que j'y crois pas. Ça sera effectivement un challenge. Voilà. Bon, j'espère me tromper. C'est quand même un élément déterminant parce qu'effectivement, si on a 650 TWh de consommation ou 850, les moyens de production d'électricité qu'on doit mettre derrière, ils ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que j'arrive aux 30 PR. Et donc, évidemment, on n'a pas les mêmes investissements à faire pour pouvoir alimenter derrière tout ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous, RTE, on a regardé différents scénarios pour produire cette électricité. Alors, effectivement, ça dépend une fois de plus de la consommation qu'on veut atteindre. Mais aujourd'hui, RTE considère qu'atteindre des scénarios à 100% d'énergie renouvelable n'est pas impossible. Ça sera probablement difficile, j'en concède, mais en tout cas, ce n'est pas impossible. Ça correspond à la fois, évidemment, à des évolutions technologiques qu'il faudra, ça c'est le premier élément, mais ça veut dire aussi que ça va dépendre de volonté et de politique à un moment donné pour pouvoir l'atteindre. Donc, une fois de plus, on a 30 ans devant nous, il y a un certain nombre de choix qui doivent être faits. Moi, je ne remets pas en cause globalement votre présentation, mais il y a quand même des éléments, en tout cas, sur les énergies renouvelables qui pourraient permettre d'atteindre... mais quoi par exemple? Moi, je vous incite à aller retrouver les scénarios de RTE. Les scénarios de RTE, il y en a 3 qui sont à 100%. Oui, mais je disais quelle technologie, par exemple? Essentiellement, nous, on part sur les technologies existantes que vous avez citées, c'est-à-dire l'éolien offshore et le solaire, qui sont quand même les 3 technologies dominantes aujourd'hui et qu'on pense être compétitives. Comment vous arrivez à augmenter le facteur de charge? C'est ça que... Alors peut-être un petit peu avec l'efficacité des panneaux solaires et de l'éolien, mais on est très limité technologiquement. Il y a des limites physiques même, c'est même pas technologique. Non, mais alors, au-delà de la question du facteur de charge, ça nécessitera des moyens de flexibilité derrière pour pouvoir justement gérer les problèmes d'intermittence que vous avez indiqués tout à l'heure. Et donc, ça nécessitera par exemple, effectivement, vous parliez par exemple de batterie, mais au-delà de batterie, il y a tout un tas de dispositifs, j'insiste. Là, on considère que la consommation, elle n'est pas flexible. Demain, la consommation, elle pourrait être flexible. Le meilleur exemple est sans doute le véhicule électrique. Demain, il y aura des batteries dans ces véhicules électriques et on peut jouer sur les batteries des véhicules électriques pour alimenter notamment les pointes de consommation. Donc, il y a des dispositifs qui sont envisageables à ces horizons 2050 qui, même si, j'insiste bien, on est bien conscient qu'atteindre 100% énergie renouvelable en 2050 est une gageure, ça sera compliqué. Nous, en tout cas, on considère aujourd'hui RTE que ce n'est pas complètement impossible. Ok. Le débat est ouvert. Mais c'est ça l'intérêt de l'échange, c'est qu'il y ait le débat. Oui, alors juste une question brève. Bonjour. Bonjour. Quel est le choix que fait le Japon qui a eu un accident nucléaire? Le Japon d'abord a réouvert un certain nombre de... Alors, je n'ai pas regardé typiquement le cas du Japon, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Donc, ce qui s'est passé quand le Japon a eu Fukushima, c'est qu'il a fermé tous ses réacteurs nucléaires et ça a fait exploser le marché du gaz. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Et le Japon, suite à ça, est devenu un très gros importateur de GNL.
puisque le Japon, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de pipe qui arrive au Japon et qui passe sous la mer du Japon venant de Russie, de Chine ou d'ailleurs. Donc la seule façon pour le Japon de s'approvisionner en gaz, c'est du GNL. Je pense qu'aujourd'hui, mais peut-être que certains ont des éléments, le Japon a réouvert pas mal de ses centrales nucléaires récemment. Voilà, mais je n'ai pas regardé typiquement l'exemple du Japon, donc je voudrais pas dire de bêtises, excusez-moi. Oui. Après, moi j'avais une Bonjour. question. Bonjour. J'avais une question. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis Maël Penouat, je suis à l'université de Lille. Je fais de la recherche sur les batteries, mais des choses que vous ne connaissez pas. Enfin, c'est des batteries un peu nouvelle génération. Heureusement, si vous faisiez de la recherche et que tout le monde connaissait, c'est plus... C'est du très gros stockage, enfin, c'est en prévision. Hein. Là, pour l'instant, Oui. on est encore à des TRL très bas, mais l'objectif, c'est d'aller un peu plus loin. Mais alors, moi, pour le coup, je suis pro stockage de l'énergie. Oui. Voilà. Hein, Heureusement, donc, si vous ne l'étiez pas. Et j'ai fait des calculs parce que justement, dans le cadre de ma recherche, l'idée, c'est quand même essayer de voir est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, est-ce que ça sert à quelque chose que je fasse ces recherches-là ou pas, ou est-ce que j'arrête tout de suite. Tout d'abord, parce que je suis chimiste à la base, c'est pas mon métier. Et en fait, il y a tout un tas de problématiques qui viennent se greffer à ça, qui viennent surtout des ressources, notamment parce qu'on parle beaucoup de lithium en ce moment. Alors moi, du coup, je suis pas du tout dans le lithium. Pour moi, le lithium, c'est 1 milliard de véhicules quand on aura tout consommé. Donc on fait le compte, on n'y est pas. Il y a 1,3 milliard de véhicules aujourd'hui. Pour faire 1000 km, hein, j'ai fait un calcul vraiment très simple. Pour faire 1000 km avec un véhicule au lithium, on fera 1 milliard de véhicules, pas plus. Et donc ça posera un certain nombre de problèmes tôt ou tard. Et on peut en faire des prévisions comme ça en se disant on va sortir des technologies, on va mettre le paquet. Alors ça, c'est très bien, hein, il faut le faire. Mais à mon avis, il va y avoir des développements et il ne faut pas miser que sur un domaine, 2 domaines, 3 domaines. À mon avis, si on veut faire le pari du 100% renouvelable, et je pense qu'il faut se la poser, cette question-là. J'ai été très sceptique sur ces questions-là pendant très longtemps en étant pro-nucléaire, tout ce qu'on veut bien. Mais je pense que ces questions-là, il faut vraiment se les poser parce qu'elles sont tôt ou tard, et là, on le vit cette année. Moi, j'attendais 2030 pour les problèmes d'approvisionnement avec la Russie. Parce qu'il y a des rapports européens qui nous disent clairement qu'en 2030, on va être confronté. On le voyait déjà sur les données que j'analysais, on voyait déjà que ça explosait en 2018, 2019. Et puis on a eu la pandémie qui nous a fait tout oublier. Mais c'est pour ça que je reviens vraiment à la problématique des ressources. C'est-à-dire que je pense que quand on veut faire du plan, comme on est en train de le faire, en fait, c'est un peu ça, hein, l'idée, il faut vraiment se projeter sur, et je pense que c'est primordial, sur les ressources. Il faut compter. C'est-à-dire qu'à la base, il faut se dire, en fait, j'ai une marge de manœuvre de temps, une marge de manœuvre de temps, une marge de manœuvre de temps. Après, effectivement, on peut avoir des idéaux, tout ce qu'on veut bien, sur de la réduction de l'empreinte carbone. Et on peut raisonner comme ça. C'est même un bon raisonnement, je pense, pour initier quelque chose. Mais il faut vraiment, à mon avis, quand on s'emploie à aller vers des stratégies comme ça, il faut vraiment compter. Et les ressources, on a des chiffres maintenant. Hein, on a une assez bonne estimation de ce qui est devant nous. Et notamment, je pense, au niveau des hydrocarbures, à mon avis, il ne va pas falloir tout jeter. L'idée serait peut-être de les recycler, peut-être il y a tout un tas de concepts peut-être à inventer. Les hydrocarbures, je connais bien, on en a à peu près à la production, à la consommation actuelle, qui devrait quand même à un certain moment baisser. On en a pour une 60aine d'années, on va dire, de réserves prouvées à l'heure actuelle. Alors c'est en réserve, c'est pas en production et c'est très différent. C'est ça. Parce que ça ne veut pas dire que parce que vous les avez en réserve, vous les produisez au rythme voulu par la demande. C'est très différent. J'avais retenu en matière de ressources, donc je suis tout à fait d'accord avec vous, donc il faut se poser la question des ressources. J'avais retenu, sans être un spécialiste de la matière, mais que le premier bottleneck n'était pas le lithium, mais était le cuivre. J'avais entendu dire, et notamment à cause du fait que, évidemment, quand vous multipliez les éoliennes et les panneaux solaires, qui sont quand même, comme je vous l'ai montré, des énergies très dispersées, pour les relier, il faut énormément de cuivre. Voilà.
Il y avait une question là, ici. Si, soit vous venez jusque-là. J'ai un fil, moi. Ah, vous avez vos notes. Oula, attention. Non, j'ai grillé la Ah, priorité. il a grillé. Oh, bon, ben. Damien Grosso, Pôle Énergie. Il me Bonjour. semble qu'il y a un biais méthodologique assez important sur le mix énergétique. On parle beaucoup d'électricité, c'est très important, il Oui. en faut. Et on va augmenter notre consommation vu les électrifications en cours des process industriels. Mais la consommation d'énergie en France, c'est loin d'être que de l'électricité. Absolument. De une, et donc c'est un vrai sujet. Et il me semble qu'il y a aussi un gros biais méthodologique autour de l'intérêt de la biomasse. La biomasse, c'est pas que les arbres en utilisation. La biomasse, c'est la méthanisation, c'est la gazéification hydrothermale et la pyrogazéification, qui sont des technologies qui ont un avenir et qui ont une vraie capacité de production massive, malgré ce que vous nous avez brillamment démontré avec des chiffres Alors, à l'appui. Je vais vous répondre là-dessus. Donc, vous avez vu que j'ai essentiellement développé la partie électrique, mais je vous ai dit qu'en 2050, mes 850 TWh ne correspondaient qu'à 60% de l'énergie finale. Donc, il me reste les 40%, et dans ces 40%, alors c'est vrai que j'ai fait un choix en disant je préfère faire de la chaleur avec la biomasse que de fabriquer de l'électricité. Je peux faire les deux, mais je préfère faire de la chaleur pour plutôt utiliser tout le potentiel de la biomasse pour faire de la chaleur. Parce que si j'utilise ma biomasse pour faire de l'électricité, que ce soit du bois ou que ce soit du biogaz, bien évidemment, je ne vais plus en avoir suffisamment pour faire ma chaleur et je vais devoir réutiliser du gaz naturel. Mais donc, la biomasse, bien évidemment, mais je doute qu'elle puisse couvrir les 40% restants. Pour une raison bien simple, c'est qu'on se retrouve, et on en discutait d'ailleurs récemment, je crois que c'est ce que je disais juste avant l'exposé. Dernièrement, chez Total, on a regardé un projet de biomasse auquel j'ai participé. Et donc, on a quand même, nous, l'habitude des chiffres, si vous voulez. Donc, un puits qui produit 5000 barils jour, c'est un bon puits. Un puits qui produit 1000 barils jour, c'est un puits moyen. Et on était effrayés de voir la quantité de déchets qu'il fallait pour arriver péniblement à produire 100 barils jour avec de la biomasse. Donc, à nouveau, je me retrouve devant un incontestable effet d'échelle. Parce que, alors j'utilise souvent ça comme joker, ne le vivez pas mal, mais je dis souvent que la nature met 100 millions d'années pour fabriquer du pétrole, qu'on ne fera pas impunément la même chose en un an. Donc c'est-à-dire que je pense que la biomasse est très bien, elle fera partie du mix, et que ce soit du bois, des biocarburants ou bien du biogaz. On peut même faire, on en a parlé tout à l'heure, de la méthanation en transformant l'hydrogène avec du CO2 Alors c'était même du CO2 qui provient, tu m'as dit, de la méthanisation pour faire de la méthanation avec de l'hydrogène. Donc voilà, puisqu'on a besoin de CO2. Et je pense qu'on va rapidement se trouver devant des problèmes encore une fois, des problèmes d'échelle et des problèmes de volume. Il ne faut pas aussi perdre de vue que la biomasse, alors pas le biogaz, mais les biocarburants, utilisent des surfaces cultivées qui ne sont plus utilisées pour nourrir. Et que donc on a quand même aussi un conflit de ce côté-là avec l'alimentation. Alors je sais, vous allez me dire qu'on n'utilise plus la partie noble, mais qu'on va utiliser la tige. Mais malheureusement, la grande partie et la grande concentration d'huile, elle se trouve bien, et fort heureusement d'ailleurs, dans la graine et non pas dans la tige. Donc c'est-à-dire que si vous passez à la tige, vous allez encore démultiplier le volume par un effet. Et donc j'ai beau essayer de le retourner dans tous les sens, je suis toujours confronté à mon effet d'échelle. Alors, il y a une question ici à ma gauche. On va s'approcher de la fin bientôt, je vous préviens. Il va bien falloir passer à l'AG après. Allez-y, monsieur, en vous présentant. Bon, sans problème. Christophe Chauvet, donc moi je travaille dans la société qui s'appelle Phare Conseil, qui est un cabinet conseil en énergie. J'ai un petit peu travaillé dans les smart grids parce que je suis un des auteurs de la valorisation socio-économique de 2017, donc je connais un petit peu le sujet. Et je suis aussi shifter, donc forcément... Vous allez avoir un ministre de l'énergie, probablement. C'est pas encore certain. Mais bon, en tout cas... vous avez des tuyaux, vous me dites. Je vous le dirai après, mais à ce moment-là, on fera des paris. Sur votre présentation, il y a des points très positifs, notamment, enfin, on nous parle d'énergie de stock et d'énergie de flux. Ce sujet-là, il est jamais exposé, et c'est un des sujets qui est essentiel d'un point de vue énergétique. Merci d'avoir commencé par ce point-là.
Le deuxième, il est aussi de bien montrer qu'il n'y a pas de substitution des énergies, qu'il n'y a qu'un empilement des besoins énergétiques. Donc ça, forcément, c'est aussi un sujet qui est fortement oublié et qui forcément induit derrière des erreurs d'analyse importantes. Par contre, au niveau alors même si je ne rejoins pas totalement RTE, parce que je n'ai pas eu le plaisir de travailler sur l'étude, même si j'ai participé par une contribution, il faut absolument avoir une évolution du comportement sociologique du citoyen, que ce soit du citoyen individuel, du citoyen collectivité en tant que tel, du citoyen industriel en tant que tel, pour justement avoir une meilleure efficacité énergétique. Et là, on a un vrai gain, et je pense que c'est là-dessus où, entre les 650 et les 800 TWh que vous avez, là on a un vrai gain, et que c'est donc sur ce travail-là qu'on arrive à faire, qui commence à se faire chez les industriels, qui commence à se faire un petit peu chez les collectivités, commence à se faire un petit peu pour les citoyens, mais qu'il faut absolument qu'on passe à une deuxième vitesse. Moi, quand j'étais gamin, j'avais 10 ans, il y avait le choc pétrolier, on nous appelait « La France a des idées ». On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ça, des slogans comme ça, ben aujourd'hui, il n'y en a pas, et c'est absolument là-dessus. Il faudrait on pourrait dire aujourd'hui, on n'a pas de soleil, mais on a des idées. Voilà. Mais en tout cas, oui, il faudrait qu'on ait des idées un petit peu plus que ça. Alors, vous avez évoqué très rapidement, je me permets de finir, pardon. vous avez évoqué très rapidement l'hydrogène en tant que vecteur énergétique, ça c'est très bien aussi, mais justement pour pouvoir en faire une énergie de stock, puisqu'en fait, c'est transformer ces énergies de flux en énergie de stock. Ça aussi, il faut arriver à le dire, c'est quelque chose qui est important. On ne fait pas de l'hydrogène pour le plaisir. En ce qui concerne ensuite la croissance et le PIB, on a un vrai souci au niveau des économistes qui s'appelle le PIB. Le PIB, on peut en parler pendant des jours, des mois, des années. On sait très bien que les destructions ne sont pas intégrées dans le PIB, la construction, elle est intégrée. Donc il y a des vrais soucis sur le PIB. Et si on intègre cette problématique dans l'équation de Kayak, vous connaissez bien évidemment par cœur, et qu'on ajoute l'évolution de la population au niveau mondial, là, on se pose d'autres questions. Et donc le comportement est encore plus important pour pouvoir atteindre une neutralité entre guillemets carbone. Et enfin, je terminerai là-dessus, le risque pour le climat du CO2, c'est pas celui qu'on a déjà émis, et je ne ferai que paraphraser Christian Depertuis qui dit qu'en fait on a 4 fois faire cramer la planète sous nos pieds. Donc c'est celui-là sur lequel il faut faire attention, et donc même si on continue à utiliser l'énergie fossile, le GIEC l'a encore rappelé il y a peu de temps, donc avec son groupe 3, on a 3 à 4 ans pour prendre de vraies décisions au niveau mondial. Bien évidemment, ce que j'apprends aujourd'hui des choix qui ont été faits par la Russie ne fait que dire que tout ce qu'on pourra faire, ce sera peut-être pas assez, mais en tout cas faisons-le, pas pour nous, mais pour ceux qui vont nous suivre. Alors, donc sur les comportements, oui, tout à fait d'accord avec vous. Alors, je n'ai pas abordé ce sujet ici parce que je ne peux pas tous les aborder, hein. C'est vrai que c'est très important, mais si vous lisez mon livre, vous verrez que dedans, j'ai beaucoup abordé un certain nombre de comportements. Néanmoins, je reste un croissantiste, ça c'est clair. Donc c'est-à-dire que c'est d'ailleurs avec Jean-Marc, on en a déjà discuté de nombreuses fois, et c'est le point sur lequel, notre point d'achoppement. En tant qu'ingénieur sur les techniques, bon, je veux dire, il n'y a pas de discussion possible. Par contre, moi je vous dis, je ne suis pas aujourd'hui certain que la décroissance ne fera pas plus de victimes que le climat, donc ça reste à débattre. Voilà. Alors, une dernière question. Ça, on pourra en parler longuement après. Une dernière question, donc, Hubert voilà. Capel, ici. Si tu te présentes. Alors, Hubert Capel, je suis vice-président en charge du plan climat et énergie du pôle métropolitain du Grand Amiénois, donc Amiens Métropole, et puis cette intercommunalité qui représente 385 000 habitants. Alors, en fonction de ce que vous avez démontré aujourd'hui, cet après-midi, pour arriver à cette consommation future qui peut arriver, enfin si on fait les efforts, comme le disait M. Chauvet juste à côté, là, juste avant moi, si on fait des efforts sur, comment j'allais dire, la diminution de consommation, c'est ça l'objectif qu'on veut atteindre au sein du pôle métropolitain, c'est 40% de consommation en moins, je dis bien, si possible pour 2050. Augmenter les énergies renouvelables, on l'a évoqué, mais ça ne suffit pas. Moi, il y a un point sur lequel je voudrais, comment j'allais dire, intervenir, c'est sur le stockage. Parce que parfois, on s'aperçoit, il y a des éoliennes sur notre territoire, dans la Somme par exemple, et des éoliennes qui ne tournent pas. On dit, tiens, pourquoi ça se fait-il qu'il y en a un certain nombre qui ne tournent pas? Les autres tournent et puis ça ne tourne pas. Donc au niveau du stockage, est-ce que, vous l'avez abordé tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut, j'allais dire, investir dans le stockage de l'hydrogène, par exemple? Il y a les batteries, évidemment.
Monsieur disait il travaille sur des projets de stockage éventuellement sur les batteries. Mais moi, je crois à l'hydrogène. Est-ce que c'est une solution pour dire pallier au manque d'énergie à un moment donné, pouvoir réutiliser? Alors l'hydrogène... Sur le transport, par exemple, le transport routier, j'allais dire, aujourd'hui, si on veut supprimer le thermique, il faudra bien utiliser la pile à combustible pour faire fonctionner les camions, Absolument. par exemple. C'est un exemple. Les bus, l'électricité, enfin la mobilité électrique, je n'y crois que pour l'urbain et le périurbain, j'y crois très peu pour la longue distance. Il faut quand même savoir... Pardon ? Oui, tout à fait. Voilà. Il faut quand même savoir que quand vous regardez, sont des chiffres qui sont publiés par l'INSEE, 75% des kilomètres parcourus en France, 75% le sont sur des trajets de moins de 100 km. Donc ce qui veut dire que la mobilité électrique peut s'appliquer sur une grosse partie des kilomètres parcourus, mais par contre sur les 25% restants, c'est incontestable que faire un Paris-Nice en voiture électrique un 1er juillet, ça va être compliqué. Hein. Ça, je l'imagine, j'imagine. Alors l'hydrogène donc est effectivement une des solutions à la fois pour stocker de l'électricité et pour, comme vous le dites, utiliser dans les transports. En plus, la technologie, encore une fois, transport routier, transport aérien, transport par bateau, on peut l'utiliser, ça existe aujourd'hui. Il y a des trains, il y a des bateaux à l'hydrogène, il n'y a pas encore d'avions à l'hydrogène, mais je crois qu'Airbus est en train de regarder le sujet. L'hydrogène me pose deux problèmes. Le premier problème, c'est le rendement. C'est-à-dire que globalement, vous calculez, on arrive à 8% de rendement à la sortie. Alors, si on utilise uniquement, c'est pour ça que j'ai mis, moi je veux utiliser essentiellement l'éolien et le solaire pour produire de l'hydrogène. Alors peut-être que ça en ferait un petit peu trop, les 35%, voire peut-être un peu plus pour vous répondre. Mais cela étant, j'utiliserai ça beaucoup pour fabriquer de l'hydrogène. Deux avantages. Je fais ça localement, donc je n'ai pas besoin de relier toutes mes éoliennes et tous mes panneaux solaires au réseau. En plus, je fais ça localement, je développe de l'emploi local, etc. Mais le rendement est effrayant, c'est-à-dire que globalement, vous commencez par fabriquer de l'électricité, vous la transformez en hydrogène, après vous stockez l'hydrogène, hein, il faut encore le comprimer, c'est pas ça qui consomme le plus, enfin, il faut quand même le comprimer à peu près à 800 bars hein, pour en avoir disons une quantité suffisante, parce que autant le poids d'hydrogène est très énergétique, autant le volume d'hydrogène ne l'est pas du tout, de par le fait que c'est une molécule très légère. Et puis, vous avez donc, le problème du rendement, et le problème du rendement, derrière, il y a le problème du coût, bien évidemment. Et puis, vous avez un deuxième problème, qui est le problème de la sécurité. Alors, l'hydrogène, aujourd'hui, d'après les fabricants de voitures, de réservoirs à hydrogène, il y a au point problème de sécurité. Je vous avoue, je suis ingénieur, j'hésiterais aujourd'hui à monter dans un avion à l'hydrogène. Mais ça n'est que psychologique. C'est une molécule légère, ça s'envole. Non, comment ça, non. Oui, mais ça fuit facilement et ça s'enflamme facilement. J'ai une collègue chez Total qui est spécialiste incendie, c'est elle qui a fait tous les calculs d'AZF. Elle n'aime pas l'hydrogène à cause de ça. Et donc, elle connaît bien les problèmes d'inflammation, etc. Mais donc, oui, l'hydrogène, et donc je l'ai bien mis, justement, le petit hydrogène. Alors, il devrait être vert, pas bleu. Puisque l'hydrogène bleu, c'est l'hydrogène qui est fabriqué à partir du méthane, mais on fait du CCUS, de la réinjection. C'est très bien de terminer cette conférence sur le mot hydrogène. Mais voilà. Donc l'hydrogène, oui, tout à fait. Et surtout pour la mobilité longue distance, la mobilité haute puissance, longue distance, et également pour l'industrie. J'avais mentionné au début le fait de réduire le minerai de fer, non plus avec du carbone, mais avec de l'hydrogène. Ok, merci pour terminer avec l'hydrogène. Le délégué régional France Hydrogène vous remercie.